Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Tidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Michel Abdul-Wahab, professeur de sciences économiques et sociales, Adam Azeizi, consultant en stratégie. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Le Zimbabwe revoit à la hausse ses prévisions de déficit budgétaire, un déficit qui devrait se creuser plus que prévu. Les autorités avaient tablé au départ sur une prévision de 5%, mais elles s'attendent désormais à un déficit de plus de 11% du PIB. Les explications d'Aïssatou Bari. Selon le ministère des Finances, le Zimbabwe devrait enregistrer un déficit budgétaire de 11,1% en 2018. Ce déficit serait dû à la lourde charge des dépenses publiques brutes, des dépenses alourdies notamment par la hausse des salaires dans la fonction publique, ainsi qu'un grand nombre de décaissements effectués et non prévus dans le budget annuel. Diminuez vos dépenses et en général les premières dépenses que l'on regarde sont des dépenses de gestion, les dépenses des institutions. Le train de vie de l'État doit baisser pour arriver à des seuils acceptables de déficit. Mais ils doivent être dans des limites bien déterminées. Et pour un pays qui sort d'un chaos économique comme le Zimbabwe, je pense que la discipline budgétaire est la chose la plus importante. Bien que la croissance ait connu une légère reprise en 2017 à 3,4% après avoir frôlé la récession à 0,6% en 2016, les autorités prévoyaient jusque-là une année 2018 embellie avec une prévision de croissance d'au moins 4,5%. Cette croissance devrait être portée par les exportations de produits miniers et par la reprise de la production agricole. Ça veut dire soit on augmente les recettes de l'État de par l'efficacité administrative et l'augmentation du niveau de la production interne. Et en ce moment-là, c'est à l'État du Zimbabwe de décider quel secteur il diminue les dépenses des proportions acceptables vis-à-vis des dépassements budgétaires. Le nouveau budget pour l'année 2019, qui devrait être dévoilé en novembre, est très attendu au niveau de la maîtrise de ses dépenses. Plusieurs mesures sont déjà prévues pour réduire la masse salariale à 70% des dépenses contre près de 90% d'ici 2020. Donc un déficit budgétaire plus grave que prévu, une situation qui reflète la crise économique que traverse ce pays en plein marasme économique. Finalement, c'est toute une économie à reconstruire après 37 années qui l'ont radicalement mise à terre. Adam Azeizi. Le Zimbabwe est dans une situation assez paradoxale, puisque pendant de nombreuses années, c'était un pays qui était en déflation et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation d'inflation. Avec un déficit budgétaire qui se creuse, malgré la croissance, parce qu'il ne faut pas renier, c'est que le Zimbabwe est en croissance économique ces dernières années, notamment les 2 dernières années grâce aux récoltes agricoles qui ont été très importantes, avec la météorologie favorable, mais souffre d'un problème structurel, à savoir la gestion de son budget, où les postes de dépenses sont mal gérés, notamment par rapport aux salaires qui n'ont cessé d'augmenter, notamment par rapport au déficit budgétaire et les encaissements qui n'ont pas été anticipés ou prévus suffisamment bien par rapport au plan budgétaire. Et de l'autre côté, des recettes fiscales qui ne suffisent pas, en hausse, mais qui ne suffisent pas à compenser. Donc le déficit se creuse et vient se rajouter à ça la crise de devises qui va faire entrer le pays dans une sorte de crise assez sévère, puisque ça peut mettre en pause son moteur économique, à savoir l'industrie minière. Donc avec la réduction des devises disponibles dans le pays, la machine économique qui tourne autour de l'industrie minière risque de s'arrêter, et ce qui creusera encore plus ce déficit. Donc le Zimbabwe était dans une situation assez complexe, assez difficile, qui nécessite aujourd'hui de scruter un peu tous les leviers qui peuvent être actionnés pour pouvoir le faire ressortir, étant donné le potentiel intrinsèque qu'il a de cette situation de déficit budgétaire. Michel Abdul-Wahab. Alors la macroéconomie du Zimbabwe est catastrophique. On est dans ce qu'on appelle hyper-stagflation, stagnation de l'économie, donc 90% de chômage, et une hyperinflation. Je crois que l'inflation au Zimbabwe était de plusieurs dizaines de milliers de pourcents.
avec une monnaie qui ne vaut plus rien. Alors la question est de savoir comment un pays aussi riche, avec un énorme potentiel, en est arrivé là. La dette publique a commencé à se creuser dès 1998, lorsque le président Mugabe a décidé de faire participer l'armée du Zimbabwe à la guerre au Congo. Ensuite, il y a eu la réforme agraire. Alors ça c'est important parce que je veux dire, ça peut servir de contre-modèle pour l'Afrique du Sud qui veut faire un petit peu la même chose à moyen terme. Une sous-productivité de l'agriculture, une baisse des rendements, une baisse de la production. Donc l'économie s'est mise à détruire des emplois, ce qui explique les 90% de chômage, et une dette publique de 11%, mais il y a aussi toute la dette extérieure. Par exemple, le Zimbabwe doit 1,8 milliard de dollars à la Banque mondiale. Et tant que le Zimbabwe n'aura pas remboursé ou mis en place un plan de remboursement auprès de la Banque mondiale, ce pays ne peut pas compter sur des concours des institutions de Bretton Woods, type FMI, etc. Sans compter la dette certainement contractée auprès des Chinois, puisque la Chine était hyper présente, et toujours d'ailleurs hyper présente au Zimbabwe, que l'économie zimbabwéenne a dû contracter auprès des financeurs chinois. Donc le problème numéro 1 pour débloquer cette situation, c'est le problème de la dette. Alors, comment rembourser des dettes pareilles? Moi, je pense que des allègements ou des annulations de dettes sont d'actualité pour ce pays, parce que une hyperinflation de plusieurs dizaines de milliers de pourcents, 90% de la population active est au chômage, et la seule façon de résoudre ces problématiques, c'est le problème de la dette. Aucun bailleur international ne viendra prêter de l'argent au Zimbabwe tant que ces rééchelonnements de dettes ne seront pas concrétisés par des promesses de remboursement. Tidiane Dabo. Oui, l'actuel ministre de l'économie et des finances qui a été nommé, je crois. Alors peut-être plus réaliste, parce réaliste, que... oui, parce que lui, il a compris, il a compris les mécanismes que vous venez effectivement d'expliquer, à savoir que je crois que quand on veut remettre sur les rails une économie, d'abord, il faut essayer d'effacer les dettes. La dette, d'ailleurs. Le Zimbabwe en a plusieurs. Et si on cumule les dettes, aujourd'hui, on en est à 6 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il met en place là un système qui permet, en tout cas, d'éponger la dette du Zimbabwe. Et d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi le Zimbabwe est victime quand même des sanctions économiques de la part des États-Unis, dû effectivement à ce problème de la réforme agraire en 2001. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train justement de négocier avec certains bailleurs, surtout les Américains, ainsi que l'Union européenne, pour essayer, la Grande-Bretagne, pour essayer justement d'obtenir de ces États ou bien l'effacement de la dette, ou en tout cas l'échelonnement de la dette, comme vous l'avez bien expliqué. Alors, encore une fois de plus, le problème est structurel au Zimbabwe. Je crois qu'il a bien compris que les réformes qui s'imposent aujourd'hui pour remettre cette économie en marche, où quand même le Zimbabwe a d'énormes potentiels économiques, et ce serait vraiment dommage aujourd'hui d'assister à une économie en inflation au Zimbabwe, alors qu'au niveau des richesses, il suffit tout simplement d'une organisation et puis c'est reparti. Donc, ça. Michel Abdelrah, vous voulez intervenir? Non, mais l'hyperinflation au Zimbabwe, c'est suite à la chute des rendements agricoles, le gouvernement s'est mis à faire marcher la planche à billets pour payer les salaires, pour payer la commande publique. C'est l'explosion de la masse monétaire qui a réduit l'économie zimbabwe à avoir plus de 10 000% d'inflation par an. La chance du Zimbabwe, c'est que le ministre de l'économie
l'économie est un homme extrêmement compétent. Professeur à Oxford, c'est l'ancien directeur ou président-directeur de la Banque africaine de développement. C'est quelqu'un qui a ses interlocuteurs au niveau des instances de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. C'est une chance pour le Zimbabwe d'avoir un tel ministre de l'économie. Cela dit, oui, il y a eu des sanctions économiques, mais il y a eu des erreurs de politique économique énormes. Ouais. Notamment dans la réforme agraire où on a donné effectivement, mais ça c'est logique, les terres qui avaient été confisquées par le système colonial dans ce qu'on appelait avant la Rhodésie, mais le problème c'est qu'il n'y a eu aucun financement pour financer l'activité agricole et aucune formation. Donc les rendements agricoles se sont effondrés. Et par ailleurs, alors là vous l'aviez dit tout à l'heure, les dépenses budgétaires n'ont jamais été programmées. C'est-à-dire qu'en contrepartie, il n'y avait pas la ressource. Oui. Donc on fait marcher la planche à billets pour, entre guillemets, si je puis dire, boucher les trous. Adama Zeïzi. Oui, alors on a cité deux axes nécessaires à mener par le Zimbabwe, à savoir la gestion de la dette et l'orthodoxie budgétaire. Il faut aussi, et c'est très important, que le Zimbabwe tourne la page Mugabe et s'ouvre aux investisseurs étrangers. Et pour cela, il faut que ça se redevienne un territoire où les investisseurs ont confiance et peuvent venir les yeux fermés, en Afrique, mais bon, les yeux fermés pour investir. Pourquoi? Parce que sans cette confiance, aujourd'hui, le Zimbabwe va continuer à avoir un déficit en termes d'IDE, d'investissement direct étranger, et ça va handicaper sa balance, alors que c'est un pays riche en termes de potentiel miniers et en termes de ressources agricoles qui ne sont pas optimisées au mieux qu'ils pourraient l'être. Et deuxième point, c'est travailler sur sa monnaie. À savoir qu'aujourd'hui, la monnaie locale n'est plus utilisée puisque les revenus, les dépenses sont liées à un panier de devises où le dollar est prépondérant, et ce qui crée un décalage et une incapacité du gouvernement zimbabwéen d'avoir une politique monétaire locale puisqu'il est dépendant du dollar. Donc c'est une action très importante, et ces deux chantiers, les deux chantiers que vous avez occupés, ces deux chantiers doivent être prioritaires pour pouvoir permettre au Zimbabwe de redresser sa balance et de profiter au mieux de son potentiel pour devenir un acteur africain de premier plan. Tidiane Dabo et ensuite Michel Abouhab. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, de toute façon c'est le passé, tout ça c'est le passé. Avec l'actuel ministre des Finances, je pense qu'on va vers quand même un redressement de l'économie zimbabwéenne de façon tout à fait spectaculaire. Je pense que 2019 qui arrive, là, je crois que c'est en décembre 2010, dans un mois, il y aura quand même le vote du budget. On verra effectivement au niveau du budget quels sont les postes de réduction au niveau du budget et qu'est-ce qui a été prévu justement au niveau des recettes. Je pense quand même qu'on peut faire confiance effectivement à ce ministre, que tout le monde justement est totalement d'accord avec lui, surtout sur sa compétence. Je crois que là-dessus... Michel. Alors le risque, par contre le risque, parce que j'ai entendu l'économiste parler, c'est la réduction de la masse salariale. La réduction de la masse salariale, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place une politique d'austérité. Or, voilà, la question que je me pose, c'est comment mettre une politique d'austérité sur une population qui est déjà exsangue. 1,5 million de Zimbabwéens travaillent en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas de perspective au Zimbabwe ou parce que les salaires ne permettent pas de vivre convenablement. Alors la problématique, ça va être quoi? Ça va être, est-ce qu'il est opportun de faire une politique d'austérité pour réduire le déficit budgétaire? Et deux, si on fait une politique d'austérité, comment vont vivre les Zimbabwéens qui sont déjà dans des situations difficiles, exsangues? La politique d'austérité, elle cible la masse salariale des institutions publiques, qui est assez importante en Zimbabwe, c'est un pays qui est très dépendant, très consommateur de fonctionnaires. Mais ce qui doit être pris en parallèle, c'est le développement du secteur privé, des investisseurs étrangers, et qui viendrait redonner du dynamisme et du pouvoir d'achat aux Zimbabwéens en créant de nouvelles perspectives d'emploi, en développant de nouveaux secteurs aujourd'hui qui ne sont pas du tout
développé. On peut voir chez les voisins le développement de secteurs financiers ou de secteurs industriels. Donc on ne sera pas dans une destruction, mais dans une transformation de la masse salariale. Donc l'État réduit sa masse salariale en incitant de plus en plus de ses fonctionnaires à aller vers le privé, qui aura des salaires qui seront plus intéressants que le public et qui auront des perspectives assez intéressantes. Donc ça, c'est une politique d'encouragement du secteur privé dans laquelle doit s'investir le Zimbabwe et sortir de sa politique assez soviétique de l'époque de Mugabe, qui était très dans l'État maman poule qui nourrit ses citoyens à travers des salaires qui ne sont pas forcément justifiés. Il faut créer de l'activité, quoi. Enfin, l'austérité, en général, ça ne crée pas de croissance. Donc ça réduit les rentrées fiscales et donc on diminue les dépenses, mais en diminuant les dépenses, on diminue les recettes. Il n'y a pas de croissance. Et je pense que les salaires du privé vont plutôt s'aligner sur les salaires du public. Il y a un alignement, les salaires s'alignent. Non, mais il y aura une transformation et la création de nouveaux... Il faut créer. Mais c'est un chantier. Et peut-être qu'on sera sur une période de transition qui sera un peu difficile, mais il ne faut pas raisonner à l'échelle de 2-3 ans, mais avoir des politiques. Alors peut-être sur une situation déjà difficile, c'est peut-être ça aussi. Surtout que l'extraction de matières premières, ce n'est pas une activité à forte valeur ajoutée. Il y a très peu de valeur ajoutée. Et puis il y a la pression des marchés. Voilà, si les marchés à Chicago ou à Londres décident que le cuivre sera à tel prix, il n'y aura pas d'augmentation des salaires. Vous avez l'axe, il faut diversifier l'économie zimbabwéenne, qui est aujourd'hui une économie de rente, de matières premières et matières agricoles, et aller vers une économie qui serait plutôt une économie diversifiée. Et donc le fait de faire en sorte que les fonctionnaires que les Zimbabwéens ne veulent pas tous être fonctionnaires, mais faire autre chose et participer au secteur privé, ça doit être l'axe, la priorité. Ah oui, ça c'est une bonne chose, je suis d'accord. De toute façon, c'est une période révolue. Ça s'expliquait, et puis ça se justifiait parce que on avait une économie qui ne produisait absolument rien. Donc forcément, pour contenter la population, il fallait tout simplement recruter des fonctionnaires et puis leur permettre de pouvoir effectivement nourrir cette population-là. Mais sinon, quand vous avez une économie qui ne crée pas, qui n'a pas une valeur ajoutée, il n'y a pas de valeur ajoutée. Forcément, vous êtes obligé de basculer sur voilà. Et c'est le potentiel agricole qu'il faut valoriser là-bas. C'est ça. Fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. Michel Abdulwahab, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. Adam Azeizi, vous êtes consultant en stratégie bancaire. Tidiane Dabo, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.